Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV organisée en partenariat avec Grant Thornton et Grant Thornton, société d'avocats, consacrée aujourd'hui à la facturation électronique obligatoire et surtout, où en sommes-nous? Un chiffre pour situer l'enjeu, 3 milliards de factures par an. Alors, l'ordonnance du 15 septembre 2021 a généralisé la facturation électronique dans les échanges entre les entreprises assujetties à la TVA. Cette obligation de facturation devait entrer en application à partir du 1er juillet 2024 avec une mise en œuvre progressive. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement a décidé de reporter la généralisation de la facture électronique entre les entreprises à compter du 1er septembre 2026. Le motif, permettre aux entreprises de se préparer. À noter d'ailleurs que la DGFiP vient de lancer une enquête. L'objectif, connaître l'état de préparation des entreprises et les axes d'accompagnement à développer, de mieux identifier les besoins pour mieux accompagner les entreprises. Alors justement, comment faire pour se préparer? Ça va être le sujet de notre conférence de ce matin. Comment émettre ou recevoir une facture électronique? Quelles solutions techniques choisir? Les questions sont nombreuses. Aujourd'hui, nous avons réuni une équipe d'experts. Alors, nous avons Céline Tissé, Sandrine Charrois-Guitmuller et Elvire Tardivon-L'Horizon, auquel s'est joint Stéphane Silou qui jouera le rôle d'animateur. Je vous remercie pour votre participation. Vous pouvez vous poser vos questions par l'intermédiaire du petit icône en bas à droite. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe de suite la parole à Céline Tissé. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette présentation va se dérouler autour de 5 points. Donc, on va voir ensemble les grands principes de la réforme, les entreprises concernées et le calendrier de mise en œuvre, le périmètre de la réforme, le dispositif retenu et surtout les bénéfices pour les entreprises. Donc, les grands principes de la réforme s'articulent autour de 4 objectifs clés, à savoir renforcer la compétitivité des entreprises, donc grâce à la diminution de la charge administrative, de la création, de l'envoi, du traitement des factures au format papier, ainsi qu'à la sécurisation des relations commerciales. Ça a également pour objectif de simplifier les obligations déclaratives des entreprises grâce à un pré-remplissage des déclarations de TVA, c'est l'objectif à terme, de lutter contre la fraude fiscale au bénéfice des opérateurs de bonne foi et d'une concurrence loyale, et de permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises afin de favoriser un pilotage fin des actions du gouvernement en matière de politique économique. Donc, Elvire va vous présenter le cadre juridique et réglementaire avant le report. Alors, le cadre juridique et réglementaire. Donc, on avait plusieurs en fait réglementations qui sont intervenues pour mettre en place cette facturation électronique. On a la loi de finances rectificative pour 2022. On a un décret, le décret du 7 octobre 2022 qui est relatif en fait à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et qui concerne également la transmission des données de transaction. Et enfin, un arrêté du même jour qui, lui, vient expliquer les modalités pratiques. Alors, où en sommes-nous à ce jour? Donc, comme vous le savez tous, en principe, on devait rentrer dans la facturation électronique au 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises en obligation de réception des factures électroniques et pour les grandes entreprises en obligation d'émission. Et puis ensuite, les ETI rentraient au 1er janvier 2025 et les PME, TPE au 1er janvier 2026. Tout ce calendrier a été chamboulé. On a eu l'information en juillet 2023, tout simplement parce que, en fait, le PPF, donc le portail public de facturation dont on va vous parler après, n'était pas prêt. Donc l'administration s'est ravisée et a considéré qu'il fallait mieux rentrer dans la réforme avec une plateforme publique de facturation efficace, efficiente, et que pour ce faire, il fallait absolument reporter l'entrée en vigueur de la facturation. Donc, ce qu'on sait à date, c'est que le report est prévu pour le 1er septembre 2026. On va vous donner un peu plus d'informations sur les dates. Qu'en revanche, les plateformes de dématérialisation partenaires, elles seront immatriculées au cours de l'année 2024.
Donc, elles seront accréditées par l'administration au cours de l'année 2024. Au cours de l'année 2025, il y aura une phase pilote pour les entreprises qui se seront manifestées et qui voudront être dans la phase de pilotage sur la base d'un volontariat, donc pour le PPF, donc pour essayer le portail public de facturation. Et évidemment, que vous le comprenez, l'objectif de ce report, c'est de rentrer sereinement dans cette réforme qui va entraîner de nombreux bouleversements pour les entreprises, donc au niveau évidemment fiscal, système d'information, comptable. C'est la raison pour laquelle l'administration a considéré qu'un délai de report important, puisque c'est le 1er septembre 2026, était nécessaire. Donc, les entreprises qui sont concernées par la réforme donc, concernent toutes les entités qui sont soumises à la TVA, donc les assujettis. Ça représente environ 4 millions d'entreprises et plus de 2 milliards de factures. Donc, c'est toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et leur forme juridique, ce qui inclut également les assujettis non redevables de la TVA, tels que les micro-entrepreneurs ou les personnes morales en franchise de base de TVA. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les dépassements de seuil. Ça comprend également les entreprises étrangères qui sont établies en France selon le type de transaction effectuée et les entités publiques lorsqu'elles sont assujetties. Donc là, on vous a fait une petite représentation schématique de la représentation de ces 4 millions d'entreprises françaises, où on voit qu'il y a quand même 3,8 millions qui se constituent des PME, enfin des TPE. Et la répartition en fonction des marchés, à savoir le B2J qui représente la partie secteur public, le B2B, donc entre professionnels, et le B2C qui concerne les particuliers. Donc là, voici l'évolution en fait du calendrier mis en œuvre. Donc comme l'a dit Elvire tout à l'heure, la date initiale était au 1er juillet pour les grandes entreprises en termes d'émissions et concernait toutes les entreprises en termes de réception de factures, où on peut voir le classement pour les grandes entreprises, les ETI et les PME et micro-entreprises. La date qu'il faut retenir, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est le 1er septembre 2026. Donc, c'est le report de la première date qui concerne les grandes entreprises pour l'émission et l'ensemble des acteurs pour les réceptions de factures. Donc, Elvire va vous présenter quelque chose de beaucoup plus accessible en termes de présentation. Alors, donc là, on vous a fait une flèche chronologique avec les grandes dates à retenir. Donc tout d'abord, il va y avoir une certification des PDP comme je vous le disais. C'était prévu pour décembre 2023, c'est reporté en 2024. Une phase de pilotage en 2025 et à date ce qu'on sait, mais évidemment le suspense tombera définitivement dans la loi de finances pour 2024, dont on connaîtra la teneur le 30 ou 31 décembre 2024. En principe, on a une obligation de réception pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille au 1er septembre 2026 et une entrée en vigueur en 2 étapes avec grandes entreprises 1er septembre 2026 pour l'obligation d'émission et de e-reporting, ETI pareil, 1er septembre 2026 pour émission et e-reporting et la dernière catégorie, PME, TPE, micro-entrepreneurs, au 1er septembre 2027. Attention aux critères. Donc, on a souvent des questions sur à quelle catégorie appartient mon entreprise. Donc, grande entreprise, on vous l'a rappelé, c'est un critère alternatif entre le nombre d'employés, mais un critère cumulatif entre le chiffre d'affaires et le total bilan, alors que pour les ETI, vous le voyez, c'est un critère cumulatif employé plus chiffre d'affaires ou total bilan. Donc, pour les salariés et le chiffre d'affaires ou total bilan, c'est un critère cumulatif et le reste est alternatif. Donc, il faut faire très, très attention aux critères et on vous les a rappelés là dans ce petit schéma pour déterminer à quelle catégorie vous appartenez. Donc, les dates sont 1er septembre 2026 pour l'entrée grande entreprise et ETI, 1er septembre 2027 pour PME, TPE, micro-entrepreneurs. Sachant que il y a un amendement qui a été voté au Sénat en novembre qui, à mon avis, ne passera pas parce qu'il a été pris contre l'avis du gouvernement
et qui voulait en fait avancer la facturation électronique pour les grandes entreprises seulement au 1er juillet 2025, dans la mesure où l'administration fiscale, de concert avec les grandes entreprises, puisqu'elles sont en lien, l'administration est en lien avec les grandes entreprises, pensait que les grandes entreprises étaient prêtes pour rentrer dans cette réforme. Mais à notre sens, cet amendement ne passera pas. Il a été pris contre l'avis du gouvernement. Donc, au niveau de la partie réglementaire, donc la notion de facturation électronique, donc e-invoicing et le e-reporting. Donc, tout d'abord, une facturation électronique, c'est une facture, donc on a l'obligation d'émettre, de transmettre et de réceptionner les factures sous un format électronique. Il y a 3 formats structurés. Les 2 premiers formats, c'est le XML UBL et le XML C2I. Donc, c'est des fichiers UBL et C2I. En fait, c'est une facture qui est sous la forme d'un fichier XML qui comprend toutes les mentions d'une facture PDF, mais dans un format structuré et fixe. Et le deuxième format, c'est un format mixte, donc on appelle communément la facture X, qui est un fichier PDF, donc qui est lisible pour tous les utilisateurs, auquel est associé des données structurées en format XML pour automatiser les traitements. Donc en fait, le principe des fichiers XML, c'est d'encoder le contenu de la facture en respectant une sémantique et une structure de message. Donc l'objectif du XML, en fait, c'est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes. Donc ce qui fait la grande différence avec une facture dématérialisée. Ça veut dire que lorsqu'on a une facture par mail ou une facture générée par un logiciel de facturation ou le scan d'une facture papier, ça, ce sont des factures dématérialisées. En aucun cas, c'est une facture électronique. Parce que ce qui fait la différence entre les deux, c'est justement toute cette donnée structurée XML qui permet d'en faire son traitement. Ensuite, on a le e-reporting. Donc ça, c'est l'obligation de transmettre à l'administration fiscale certaines informations relatives à des opérations commerciales non concernées par la facturation électronique. Donc l'e-reporting, en fait, est complémentaire à la facturation électronique et il a pour but de permettre de reconstituer toute l'activité économique. Donc, l'activité économique d'ensemble de l'entreprise. Alors, quel est le champ d'application du e-invoicing et du e-reporting? On vous a fait un petit schéma synthétique pour mieux comprendre. Donc, d'un côté, on a toutes les opérations domestiques, donc le franco-français, et de l'autre, à droite, les opérations à l'international. B2G, ce sont toutes les transactions avec le secteur public, G voulant dire gouvernement. Tous les échanges avec le secteur public s'opèrent déjà par voie électronique via Chorus Pro, et ce depuis 2020. Donc, Chorus Pro, c'est pas exactement la PPF, ce que va être la PPF, mais si vous avez déjà des relations avec le secteur public, vous connaissez l'échange électronique des factures qui s'opère via Chorus Pro et qui continuera à s'opérer en e-invoicing. Pour le B2B, à savoir les transactions entre assujettis à la TVA, transactions domestiques qui ont lieu sur le sol français entre 2 assujettis à la TVA, ils tomberont dans le e-invoicing, ce qui veut dire échange électronique des factures selon le format qui vient de vous être explicité par Céline. Pour le B2C, donc toutes les opérations avec des customers, donc à savoir des individuels par exemple, ou des opérateurs qui n'ont pas de numéro de TVA parce qu'ils ne sont pas considérés comme des assujettis, on est en e-reporting, que l'on soit en transaction domestique ou en transaction internationale. Pour le B2G, B2B international, on est également en e-reporting. Cela veut dire qu'on n'a pas à transmettre en tant que tel les factures par voie électronique, mais on transmet des données de facturation et éventuellement des données de paiement pour les prestations de services. Donc, c'est entre 20 à 26 données de transactions qui doivent être transmises à l'administration fiscale. C'est des champs qui doivent être transmis, mais pas la facture en tant que telle.
C'est la raison pour laquelle on appelle cette transmission de données de transaction et de paiement e-reporting. Alors, un petit rappel également sur le périmètre d'application, aussi un petit schéma avec e-invoicing. Qu'est-ce que le e-invoicing? Donc, c'est une transmission électronique des factures, vous l'avez compris, par différents biais qui seront réexplicités plus tard par Sandrine. Donc, pour les opérateurs qui ont peu de factures, qui émettent peu de factures par mois, elles pourront transmettre électroniquement leurs factures directement au portail public de facturation, lequel transmettra les factures ensuite à l'administration fiscale. Ou alors, elles pourront transmettre leurs factures via une plateforme partenaire de dématérialisation qu'elles auront choisie et qui, elle, transmettra ensuite à la PPF et à la plateforme de dématérialisation partenaire du client. Ou on peut faire une combinaison de ces deux systèmes. Donc, envoyer certaines factures directement à la PPF et en envoyer certaines à une PDP, laquelle l'enverra à la PPF. Mais on reviendra ensuite sur ces différents schémas de transfert des factures électroniques par les différentes plateformes. En matière de e-reporting, l'opérateur devra transmettre des données de transaction qui sont sur la facture. Donc, par exemple, le nom du client, le numéro de TVA du client, la date de paiement de la facture. Et devra également transmettre seulement en cas de prestation de service, pas en matière de livraison de biens, devra transmettre les données de paiement de la facture pour que l'administration puisse vérifier la date d'exigibilité de la TVA. Puisque vous le savez, en matière de prestation de service, la TVA est exigible au moment du paiement de la facture. Donc, qu'est-ce qui tombe dans le e-reporting et non dans le invoicing? On l'a vu dans le schéma précédent, ce sont les ventes B2C en France, les ventes entre assujettis à la TVA à l'international, les exportations, les livraisons intraco, les prestations de services à un particulier, par exemple, établi en France, dans l'UE et hors UE. Et attention, il peut également tomber dans le e-reporting les achats à l'international réalisés par une entreprise française, comme par exemple les acquisitions intracommunautaires de biens qui donnent lieu à une autoliquidation à la TVA en France, vont tomber dans le e-reporting, et les achats de services auprès d'entités établies hors de France, UE et hors UE, vont également tomber dans le e-reporting. Pourquoi? Parce qu'il y a une autoliquidation de la TVA en France et l'administration veut vérifier que la TVA est correctement autoliquidée. Rappelez-vous que un des objectifs notamment de la réforme, c'est d'éviter la fraude à la TVA et de s'assurer que la TVA est correctement collectée en temps et en heure. Alors, en matière d'archivage numérique des factures, vous devez retenir qu'il y aura un archivage pendant 6 ans obligatoire en matière fiscale des factures, mais 10 ans en matière commerciale, ce qui veut dire que toute entreprise doit conserver au moins pendant 10 ans ses factures. La conservation des factures électroniques sera faite pendant 6 ans sur un support numérique. Donc, avant la loi de finances pour 2023, c'était une conservation pendant 3 ans sur un support numérique et sur tout autre support de votre choix pendant les 3 années suivantes. Dorénavant, c'est une conservation pendant 6 ans sur support numérique. Il y aura également une conservation dans le format original pendant 6 ans pour les factures EDI et les factures avec signature électronique qualifiée et les signatures et les factures avec cachet électronique. Donc, les caractéristiques de la facturation électronique. Comme on l'a vu, c'est une facture qui est émise, dismise et reçue dans un format électronique pour garantir l'authenticité de l'origine. C'est-à-dire l'émetteur de la facture doit correspondre à l'entreprise qui a rendu le bien ou le service. Elle doit garantir également l'intégrité du contenu. Donc la facture doit être inchangée depuis sa première édition. Et elle doit également garantir la lisibilité de la facture.
L'information contenue dans la facture doit être claire et facile à comprendre. Donc, pour pouvoir garantir ces éléments, avant la loi de finances pour 2023, il existait 3 procédés. Donc, la signature électronique qualifiée, le DI fiscal et la piste d'audit fiable. À compter de la loi de finances 2023, a été mis en place un 4e procédé qui s'appelle le cachet électronique qualifié. Donc, il repose sur un mécanisme de cryptographie et de sécurité, donc pour garantir l'intégrité des documents électroniques, et il permet de lier l'intégrité du contenu à la personne morale qui a émis le document. Alors, donc, quelles sont les mentions obligatoires? Quelles seront les mentions obligatoires sur une facture électronique? Vous les connaissez, elles ne changeront pas. Il y aura 4 nouvelles données sur la facture que je vais vous expliciter, mais les mentions qui seront nécessaires sur une facture électronique sont celles qui sont déjà aujourd'hui nécessaires sur une facture. Donc, on vous en a cité quelques-unes à titre d'exemple. Le numéro sirène et le numéro TVA intracommunautaire de l'émetteur et du récepteur, attention, dans certains cas, pour le client, c'est-à-dire que le numéro de TVA du client n'est pas obligatoire dans tous les cas. La mention de la catégorie de l'opération, est-ce que c'est une prestation de service? Est-ce que c'est une vente ou est-ce que c'est une opération mixte? La date de l'émission de la facture, le numéro unique de la facture, très important. Donc, ça doit être un numéro chronologique et continu. L'option pour le paiement de la TVA pour les débits, qui va redevenir obligatoire alors que ça ne l'était pas, le total hors taxe par taux d'imposition de la taxe et le taux de TVA appliqué, notamment. Après, il y a d'autres mentions obligatoires, tant d'un point de vue fiscal que commercial, qui continueront à l'être sur la facturation électronique. Et certaines de ces données devront être transmises dans le cadre du e-reporting à l'administration fiscale. À compter de, donc du coup, 2026, 4 nouvelles données sur la facture seront nécessaires. Le sirène du destinataire, qui n'était pas obligatoire, mais qui va le devenir. La mention de la catégorie de l'opération, prestation de service, ou livraison de biens, ou opération mixte. L'adresse de livraison du bien, si elle est différente de l'adresse du client. Et la mention relative à l'option de paiement de la TVA sur les débits, qui était une mention recommandée, mais non obligatoire, et qui redeviendra obligatoire à terme. Donc, toutes ces mentions, ces 4 nouvelles données sur la facture, devaient être rendues obligatoires à compter du 1er juillet 2024, mais compte tenu du report de la réforme, on pense que ces nouvelles données seront rendues obligatoires au 1er septembre 2026, sachant que, comme je vous le disais, c'est dans la loi de finances pour 2024 qu'on aura définitivement les dates de la mise en place de la facturation électronique. Alors, je sais, Céline, c'est toi ou moi qui présente les sanctions? C'est toi. Ah, ok. Très bien. Alors, en matière de sanctions, on nous pose souvent la question, si je ne rentre pas dans cette réforme, en termes de e-invoicing et de re-reporting, à quoi suis-je exposé? Alors, là, on vous a fait un beau tableau avec les sanctions pécuniaires, et vous le voyez, les sanctions pécuniaires, elles ne sont pas très significatives. Je vais vous les exposer, mais elles ne sont pas très significatives. La vraie sanction, finalement, c'est une sanction opérationnelle. Parce que demain, vous ne pourrez plus, donc quand on entrera vraiment dans cette réforme, au 1er septembre 2026, un opérateur, donc un fournisseur de biens ou un prestataire de services ne pourra plus directement adresser sa facture à son client. Il n'y aura plus d'envoi direct de la facture au client. C'est-à-dire que tout devra passer par la PPF ou la PDP du client. Mais il n'y aura plus d'envoi direct. Donc, la vraie sanction, la plus importante, c'est finalement une sanction opérationnelle. Vous ne serez pas payé par votre client puisque vous n'aurez pas pu lui envoyer votre facture. Et je dirais que c'est la sanction la plus importante et celle que vous devez retenir. Parce que, en termes pécuniaires,
En termes de sanctions financières, elles ne sont pas très, très lourdes. Comme c'est souvent le cas, par exemple, quand vous ne produisez pas une piste d'audit fiable, c'est pareil. On a des sanctions théoriques, mais qui sont finalement jamais appliquées, et les sanctions pécuniaires sont très faibles. Là, c'est la même chose. En matière de e-invoicing, donc c'est le côté gauche du tableau, transmission des factures électroniques, si vous ne respectez pas l'obligation d'émettre une facture sous forme électronique dans les conditions de l'article, vous avez une amende de 15 € par facture, avec un maximum de 15 000 € au titre d'une année civile. Pour les PDP, s'il y a un non-respect de l'obligation de transmission des données par la PDP, pareil, la PDP encourt une amende de 15 € par facture, avec un maximum de 45 000 € au titre d'une année. Donc ça, c'est les sanctions applicables au PDP. En matière de e-reporting, donc transmission des données de transaction et transmission des données de paiement en cas de prestation de service, pour les entreprises, si elles ne transmettent pas les données à la PPF, l'amende est de 250 € par non-transmission, avec un maximum de 15 000 € au titre de l'année civile. Et pour les PDP, si elles ne transmettent pas les données de transaction et de paiement à la PPF, elles encourent une amende de 750 € par non-transmission, avec un maximum de 45 K € par année civile. Donc, vous voyez, les sanctions, elles ne sont pas très significatives, mais la vraie sanction, c'est la sanction opérationnelle. Vous ne serez pas payé par votre client. Donc, je vous propose de voir maintenant un petit peu plus en détail justement le rôle des plateformes et les différents acteurs liés à cette réforme. Alors, nous vous avons présenté ici sur la droite le schéma qu'on appelle le schéma dit en Y de l'administration, donc qui fait apparaître effectivement un fournisseur, un acheteur et différentes solutions. Donc, au milieu, vous avez effectivement le PPF qui est le portail public de facturation, donc qui va redescendre les informations à l'administration fiscale. Ce portail, il est totalement gratuit, d'accord ? Et vous avez d'autres solutions aussi qui apparaissent sur ce schéma, notamment les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, qui vont être accréditées par l'administration, et les opérateurs de dématérialisation qui auront les mêmes services que les plateformes, mais qui ne seront pas accrédités par l'administration. Et donc, ce sera de leur responsabilité de se connecter à une PDP pour envoyer les informations au portail public de facturation et à l'administration. Donc, je vais revenir plus en détail sur les différentes possibilités et solutions que vous avez. Elvire le disait, avec cette réforme, vous n'aurez plus la possibilité d'envoyer en direct les factures donc, à votre client ou de recevoir les factures en direct de votre fournisseur. Il va falloir passer forcément par une autre solution. Donc, la première des solutions que vous avez est effectivement le PPF. Donc, le PPF, il aura deux éléments. La première, c'est pour un fournisseur, vous allez pouvoir saisir ou déposer vos factures donc au format réglementaire. Céline l'a cité tout à l'heure, UBL, C2I, FactureX. Donc, ce sont des formats très structurés et où on a des champs et des spécifications bien précises à respecter. Et pour le client, vous pourrez réceptionner vos factures fournisseurs et vous pourrez également mettre à jour le statut des factures que vous traitez. D'accord ? Il y a un cycle de vie sur le PPF de la facture qu'il va falloir changer au fil de l'avancement du traitement de la facture. Donc, ce PPF, il est totalement gratuit, d'accord ? Il va contenir l'annuaire des clients et des acheteurs, donc via le SIRET. Donc, il faudra être référencé sur ce PPF. Et c'est un portail qui sera totalement gratuit pour vous. Donc, cette solution, elle est viable pour les sociétés qui disposent de peu de volume, soit de volume facture fournisseur ou de facture client. Vous pourrez y aller, ce sera comme un portail web en fait, un portail internet, donc vous vous connectez avec vos identifiants
ou alors il y aura la possibilité d'échanger des données, donc des fichiers sous format EDI. Donc là aussi, c'est un format de fichier avec des champs à respecter, une structuration à respecter. Et puis, il y aura aussi la possibilité de se connecter en API, donc des interfaces qui sont développées plus ou moins standards selon les logiciels que vous avez pour se brancher de manière plus automatique à ce portail et envoyer les factures ou les recevoir. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité qui s'offre à vous est effectivement de passer par un opérateur de dématérialisation. L'opérateur de dématérialisation, c'est un prestataire de service, c'est une solution de dématérialisation, d'accord, et qui lui va se brancher à une PDP, à une plateforme accréditée par l'administration, pour envoyer les informations au portail public de facturation. Donc, c'est quoi l'intérêt de passer par un opérateur de dématérialisation? Je reviendrai en détail dans quelques minutes sur le sujet. Ces opérateurs de dématérialisation, ces solutions vont vous proposer des services qui sont un peu plus grands que ce qui est disponible sur le portail public de facturation. Donc, vous allez pouvoir gérer votre processus de facturation client ou fournisseur d'une manière plus complète via ces solutions de dématérialisation et donc gagner en efficacité dans vos processus. Ensuite, la troisième possibilité, effectivement, de passer directement par une PDP. Donc là, les PDP, je le rappelle, ce seront les seules plateformes accréditées par l'administration. Donc, elles doivent remplir un cahier des charges qui est très complet, qui fait 50 pages. Il y a des sujets de sécurité, des sujets effectivement par rapport aux critères d'intégrité des factures, authenticité, lisibilité, exhaustivité des données. Donc, il y a beaucoup de sujets que ces prestataires de services doivent mettre en place pour être accrédités par l'administration. Donc, ces plateformes-là, elles vont avoir la responsabilité d'émettre, de transmettre et de réceptionner les factures électroniques du fournisseur au client. Donc, les plateformes vont convertir la facture établie par le fournisseur dans un format qui convienne au client. Ensuite, elles vont également extraire certaines données de la facture et les transmettre au PPF et donc à l'administration fiscale. Elvire en citait quelques champs tout à l'heure. L'identification du fournisseur, du client, le montant hors taxe de l'opération, le montant de la TVA, le taux de TVA appliqué. Donc ça, c'est toutes les responsabilités et les services de la plateforme pour la partie e-invoicing. Et dans le cas des transactions, des autres transactions qui ne sont pas concernées par le e-invoicing et donc qui font partie du e-reporting, la PDP va également transmettre les données de transactions et de paiement à l'administration via le PPF. Et également, les plateformes vont transmettre les informations aux différents acteurs concernant le cycle de vie de la facture qui va se trouver sur la PDP. Donc, en synthèse, les solutions que vous avez, effectivement, elles sont celles-ci, soit en direct via le PPF, soit on passe par un OD qui, lui, se connecte à une PDP avant de pouvoir se connecter au PPF, ou une PDP. Vous pouvez choisir une solution pour tous vos flux, mais vous pouvez aussi choisir différentes solutions. Si vous avez très peu de flux fournisseurs, eh bien peut-être que la solution PPF est la bonne, mais si vous avez beaucoup de volume client, eh bien peut-être que c'est mieux de passer par une PDP parce qu'il y a plusieurs services qui sont proposés par la plateforme. Alors, si on regarde effectivement quels sont les services qui sont proposés par ces solutions de dématérialisation, eh bien, je vais vous l'illustrer à travers ce cas. Donc là, on se situe dans le contexte de la dématérialisation, de la digitalisation de votre processus facturation fournisseur. À date, on n'attend pas de rentrer dans la réforme 2026-2027. Là, on se situe à date. Donc, vous êtes un client, vous allez recevoir vos factures fournisseurs. Donc, vous pouvez, la première étape, réceptionner vos factures fournisseurs de différentes façons, parce qu'on n'est pas encore dans la réforme de manière exhaustive.
Donc, on peut recevoir nos factures fournisseurs via des portails où vous vous connectez et vous pouvez identifier les factures que vous validez voilà, pour pouvoir les traiter, ou alors en mail, où vous avez peut-être des EDI ou encore du courrier. Donc, on identifie ces différentes factures fournisseurs. Ensuite, on va les envoyer à notre solution de dématérialisation. Là, dans l'outil de dématérialisation, on est au niveau de l'étape 2. Et qu'est-ce que fait la solution de dématérialisation? Elle va déjà avoir plusieurs contrôles et identifier sur les facteurs de quel fournisseur il s'agit, quel est le code société facturé. La solution va lire les informations sur les factures. Et dans ces solutions, vous avez différents programmes d'intelligence artificielle qui vont apprendre à reconnaître les informations. Et il y a tout un phénomène d'apprentissage qui va avoir lieu dans les semaines, dans les mois où ces solutions de dématérialisation vont traiter de plus en plus de factures dématérialisées. Au niveau de la troisième étape, ce que permet la solution de dématérialisation, c'est aussi énormément de contrôle de validation des données. Vous allez avoir notamment, j'attends un montant, est-ce que c'est bien un chiffre? J'attends une date, est-ce que c'est bien effectivement un format de date? Donc, tout un ensemble de contrôle des données qui figurent sur la facture, qui permettent ensuite de la traiter correctement. Donc, vous avez, une fois que ces contrôles sont réalisés, eh bien, forcément, une étape 4 avec le rapprochement de la commande. Je reçois ma facture fournisseur. Est-ce que ça correspond bien à ma commande que j'ai effectuée auparavant? Donc là encore, des programmes qui permettent de rapprocher automatiquement la commande de la facture avec de l'apprentissage au fil des semaines, au fil des mois. Vous allez avoir un taux de couplage, un taux de rapprochement entre la commande et la facture qui va aussi augmenter avec le temps. Et puis, vous avez vu jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait mention d'une action humaine. L'action humaine va venir que à ce moment-là, lorsqu'il y aura des commandes et des factures qu'on n'arrive pas à rapprocher. Eh bien là, il va y avoir une intervention humaine sur la gestion des écarts et sur le rapprochement des factures qui n'ont pas pu être rapprochées de manière automatique. Une fois qu'on a tout rapproché, eh bien, l'avantage aussi de ces solutions, ça va être de générer de manière automatique un fichier au bon format attendu par votre ERP ou par votre application comptable pour être intégré. Donc là, pas de ressaisie des factures. Vous allez pouvoir intégrer de manière automatique vos écritures comptables dans la comptabilité. L'étape 6, vous allez aussi, une fois réception du bien ou du service, pouvoir générer le bon à payer à partir de ces solutions de dématérialisation et potentiellement, là aussi, vous interfacer de manière automatique avec votre outil de gestion des paiements. Et enfin, dernière étape et service proposé par ces solutions de dématérialisation, l'archivage de façon dématérialisée, comme évoqué tout à l'heure par Elvire. Donc, voici les différents services qui sont proposés, qui peuvent être proposés par des solutions de dématérialisation. Et toutes ces étapes-là ne sont pas possibles avec un PPF, qui a vraiment qu'une partie de ces étapes-là qui peuvent être réalisées au niveau du portail de l'administration. Si maintenant nous illustrons un processus dématérialisé au niveau de la partie facturation client, donc là aussi, on se situe à date, vous allez dématérialiser, digitaliser une partie de vos flux. Donc là, si vous voulez émettre vos factures clients, eh bien déjà, il faut identifier les factures à établir. Une fois qu'on est d'accord, on les valide pour l'émission. Là, votre solution de dématérialisation, elle va pouvoir transformer les factures sous format dématérialisé et sous le bon format, notamment attendu par l'administration. Donc, ça va être une signature des factures, un eurodatage également des factures, qui sont deux critères très importants en lien avec la réforme. Ensuite, la solution de dématérialisation va envoyer les différentes factures selon le support choisi par le client. Est-ce que c'est un email avec un PDF signé ou autre, etc. Dans ces solutions de dématérialisation, pour la partie client, vous allez aussi pouvoir avoir tous des services de gestion. Où j'en suis de mes envois, est-ce que mon client a réceptionné, est-ce qu'il faut que je fasse une relance, et toute la partie aussi peut-être recouvrement qui va pouvoir être initiée dans cette solution de dématérialisation.
De même, vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients le dossier électronique où le client va pouvoir se connecter et pouvoir identifier toutes ces factures. Et enfin, l'étape 5, c'est effectivement l'archivage électronique de ces factures. Donc, je vais vous laisser la parole à Céline pour vous présenter les bénéfices pour les entreprises. Excusez-moi, je reprends, mon micro était coupé. Donc, les bénéfices des entreprises, pour les entreprises, donc, qui sont multiples. Donc, on les a rangés par grandes catégories. Donc, pour commencer, on va avoir une réelle réduction des temps de traitement. Donc, ça va raccourcir les délais, tant sur le traitement lié à la gestion papier, tri, pointage, classement, mais surtout, en fait, on sera dans un envoi immédiat. On aura les données en juste à temps. Ce qui va avoir aussi un effet sur la réduction des délais d'encaissement des factures clients. Et ça permettra d'optimiser votre trésorerie avec une accélération des encaissements. Le deuxième point, c'est de renforcer la sécurité, comme ça a été évoqué juste avant, donc avec l'attribution des droits d'accès aux données, la création de workflows de validation. Les données seront tracées, sécurisées, ça renforcera votre piste de fiable et surtout ça permettra d'avoir une facture plus fiable et encore à ce niveau-là, ça réduira aussi vos délais d'encaissement aux clients parce que des fois, il peut y avoir des délais allongés parce que finalement la facture, elle n'est pas correcte, donc ça nécessite des échanges, il faut refaire les factures, donc ça redécale les délais de paiement. Ensuite, il va y avoir une réduction des coûts, donc qui sont liés à la réduction des coûts liés au papier, au tri, à la mise sous pli, à l'impression, à l'affranchissement. Mais au-delà des coûts matériels, il va y avoir également une réduction des temps hommes dans la mesure où tout sera automatisé. Il y aura également une diminution des coûts de stockage papier parce qu'on n'aura plus besoin d'avoir des salles remplies de boîtes à archives parce que on sera dans une conservation digitalisée. Donc c'est aussi un gain de temps dans la recherche des éléments et on aura tout un process du coup optimisé, automatisé. Donc on pourra retrouver les éléments très rapidement. Ça va avoir pour effet de simplifier les pratiques parce que du coup on aura un format qui sera simple et universel. On va avoir un classement rapide, simplifié, et surtout on aura une information centralisée. Ce qui aura pour effet en fait d'avoir une qualité d'information qui sera également dans le juste à temps, qui vous permettra d'avoir des données fiables et qui performent, enfin tout ce qui est reporting, traitement de la donnée, pour pouvoir faire le pilotage de votre entreprise. Et bien, du coup, toutes ces informations-là, de par la simplification des pratiques, seront à jour en temps réel. Et ce qui permettra d'avoir ce sera un réel atout, en fait, pour tout ce qui est pilotage, prise de décision rapide. Et le dernier point, bien sûr, c'est la mise à plat des règles de TVA. Donc, ce qui facilitera l'analyse, la conformité de la facture, et aussi qui pourra, dans certains cas complexes, éviter des allers-retours. Et surtout de simplifier toutes les démarches autour des obligations déclaratives de TVA, parce qu'en fait, à terme, c'est que ces TVA soient pré-remplis en automatique. Elvire, ouais. Alors, donc on va faire ce slide à deux voix. Donc, quels sont les facteurs clés de succès d'un projet de démat? On peut vous en parler parce qu'on travaille maintenant depuis 2 ans sur l'assistance aux entreprises dans le cadre de la mise en place de cette facturation électronique. La première étape, mais on reviendra dessus, c'est évidemment mettre à plat, comme vient de le dire Céline, les règles TVA sur les flux entrants et sortants et les règles de facturation que vous pratiquez. C'est-à-dire que demain, au 1er septembre 2026, pour les grandes entreprises, et au 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entrepreneurs, vous devrez toutes vos données de facturation et toutes vos factures seront transmises à l'administration fiscale, laquelle aura
une vue d'ensemble sur ce que vous pratiquez en matière de TVA et elle va mettre en place des contrôles automatisés pour voir si vous appliquez correctement les règles de TVA. Donc, la première chose à faire dans le cadre de la mise en place d'un projet de facturation électronique, c'est de revoir vos règles de TVA sur les factures que vous émettez, bien entendu, puisque là, vous êtes responsable des mentions sur les factures et du régime TVA que vous appliquez, mais également sur les factures que vous recevez et voir si vos factures sont correctes. Donc, mise à plat pour entrer sereinement dans cette réforme et ne pas aller transmettre des données incorrectes à l'administration fiscale. Ça, c'est le premier point. Les points suivants, je laisse Sandrine les expliciter. Oui, merci Elvire. Donc effectivement, on va avoir différentes solutions sur le marché, donc de solutions logicielles, et on a de nombreux acteurs qui ont été sur le marché bien avant cette réforme liée à la facturation électronique. Donc l'idée, ça va être de penser à ces solutions-là, de repenser au SaaS et de revenir vers des standards pour éviter d'avoir énormément de spécifiques dans vos entreprises, dans vos systèmes d'information. Pourquoi? Parce que ces solutions logicielles, en fait, elles prennent déjà en compte les bonnes pratiques liées au processus finance. Donc, l'idée, ça va de voir ce qui est proposé par ces solutions et de voir qu'est-ce qui correspond le plus à vos organisations, puisque je vous l'ai montré dans ces processus dématérialisés, digitalisés, il va y avoir beaucoup de réorganisation de vos processus, de vos équipes. Les interventions humaines ne vont plus être situées aux mêmes endroits. Donc, l'idée, ça va être vraiment de revoir votre organisation, de répartir les tâches différemment, parce que beaucoup de choses seront faites par ces solutions de manière automatique. Et après, il y aura plutôt des contrôles de niveau 2 qui seront effectués par des personnes au sein des différents services. L'idée aussi, c'est de faire ce changement d'outil vraiment un projet fédérateur pour l'ensemble de la société. Plusieurs métiers vont être touchés. Ça ne touche pas uniquement un comptable, ça ne touche pas uniquement des équipes IT parce qu'on parle de solutions, mais ça prend en compte plusieurs acteurs qu'il va falloir pouvoir mettre autour de la table et aligner pour mettre en place ce type de projet. Également sur la conduite et le pilotage de ce projet, vous avez différents acteurs, parfois des prestataires externes également à mettre autour de la table lors de ce projet. Donc, il va falloir vraiment conduire le projet finement pour s'assurer effectivement de l'avancement et qu'on atterrit bien à la bonne date qui était planifiée au départ. Et effectivement, je vous le disais, je vous ai montré plusieurs solutions, une PDP, une plateforme accréditée par l'administration, un opérateur de dématérialisation, donc une autre solution non accréditée, le portail directement, un mixte des trois, mais il y a également vos applications comptables ou vos ERP qui vont peut-être disposer de montées de version pour émettre des factures déjà au bon format requis par l'administration. Donc, il y aura des solutions à comparer et des tarifications également à comparer, puisque à part le PPF, le reste des solutions sera payant. Donc, vous aurez peut-être une tarification au nombre unitaire de factures générées ou suivant une fourchette. Donc, ça va être très important de comparer pour vous les solutions qui sont disponibles, qui correspondent à votre organisation, afin vraiment de tirer avantage et des services disponibles dans ces solutions et d'une tarification et d'un coût avantageux. Et on peut continuer aussi sur les différentes étapes à mettre en œuvre, avec d'abord un sujet lié à la cartographie TVA. Alors, comment on procède pour la mise en œuvre de cette facturation électronique? On a distingué 4 étapes de mise en œuvre de la réforme qu'il faut anticiper. La première étape, c'est la cartographie des flux TVA, une revue TVA. Donc, on cartographie tous vos flux entrants et sortants, on revoit vos codes TVA, il faut faire une analyse des régimes TVA que vous appliquez et identifier les actions correctives à éventuellement mettre en œuvre. Et dans cette cartographie TVA, il faut classifier les flux de vente et d'achat entre le e-invoicing et e-reporting. Et le e-reporting, vous le scindez bien en deux, entre transmission des données de transaction seulement ou transmission des données de transaction et transmission des données de paiement.
quand vous réalisez des services. Il faut également revoir vos factures, donc revoir les mentions fiscales sur vos factures, les factures que vous émettez, puisque vous êtes seulement responsable des factures que vous émettez, mais pas des mentions sur les factures que vous recevez. Ainsi, il faut vérifier les mentions sur facture, le format, et dans la cartographie des flux TVA, il est aussi recommandé de rédiger, et là c'est important, la piste d'audit fiable TVA qui est obligatoire depuis 2014, ou de la mettre à jour si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, puisque malgré la facturation électronique, la piste d'audit fiable TVA restera un document obligatoire qui pourra être demandé en cas de contrôle fiscal. Donc ça, c'est la première étape. C'est l'étape fiscale. Sur la deuxième étape aussi, autre étape que vous pouvez anticiper dès à présent, c'est effectivement le diagnostic, l'identification, l'état des lieux de vos processus de facturation. Donc, c'est comprendre aujourd'hui les différentes étapes que vous avez dans votre processus de gestion des factures fournisseurs et factures clients. Et c'est de se dire, demain, j'ai un flux dématérialisé, comment je dois me réorganiser, quels sont mes processus cibles à mettre en place en lien avec cette réforme. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir identifier tous les acteurs et commencer à réfléchir à votre conduite du changement pour amener effectivement les différentes évolutions d'outils, mais aussi dans les actions quotidiennes de tous les jours, parce que, je vous le disais, tout ce qui est saisie manuelle va vraiment être automatisé, ne plus avoir lieu demain lié à cette réforme et dans des processus digitalisés. La troisième étape qui peut être aussi anticipée, c'est effectivement lié à vos référentiels tiers. Pourquoi? Parce que ces solutions de dématérialisation, elles vont avoir accès à ces référentiels tiers. Quel est mon fournisseur? Est-ce que le client il est bien référencé, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous devez avoir des bases de données clients et fournisseurs qui sont exhaustifs, qui sont corrects. Est-ce que j'ai un SIRET qui est partout? Est-ce que je n'ai pas un fournisseur avec un « et puis là, j'ai le même fournisseur, mais je n'ai pas d'accent, etc., etc. » Donc, il y a une analyse vraiment fine à mener sur l'ensemble de vos référentiels clients et fournisseurs que vous pouvez mener dès à présent pour avoir des choses qui sont à jour, qui sont à niveau et déterminer aussi en fonction du statut du tiers, il est assujetti TVA ou non assujetti TVA. Et enfin, on a parlé processus, on a parlé base de données et maintenant, c'est de se regarder pour ces processus aujourd'hui actuels, quelles sont les applications qui soutiennent chacune de ces étapes. Et demain, si je fais appel à une PDP ou si je me connecte directement à mon PPF, eh bien, effectivement, ce sera quoi les solutions à mettre en œuvre. Donc, on parle effectivement du scénario applicatif cible. Donc, voici l'ensemble des 4 étapes vraiment que vous pouvez anticiper dès à présent sans attendre 2 ans avant de rentrer dans la facturation électronique pour préparer au mieux cette entrée en vigueur. Et enfin, je vais terminer pour cette présentation par vous donner 3 retours d'expérience, 3 points importants en fait qu'on rencontre dans les différents projets. Elvire parlait tout à l'heure effectivement des projets qu'on mène maintenant depuis quelques temps. Donc effectivement, le premier point, c'est sur le sponsor. C'est important dans ce type de projet d'avoir un sponsorship très très fort pour incarner le projet, pour arbitrer et prioriser les différents éléments, les différents sujets, les décisions à prendre, parce qu'il y en aura forcément, et insuffler une bonne dynamique tout au long du projet, vraiment depuis le début jusqu'à la fin du projet. Ensuite, il y a effectivement le pilotage du projet avec une équipe ou une personne dédiée. Pourquoi? On a différents acteurs, je vous l'ai redit, entre les personnes techniques des équipes IT de la DSI, des différents métiers, des prestataires externes, souvent des prestataires techniques. Donc, il va falloir vraiment
coordonner ces différentes personnes, les différents chantiers du projet, aligner tout le monde autour de la table. Et vraiment, cette gestion de projet, elle va vous permettre d'anticiper les risques avant qu'ils n'arrivent. Ça va être vraiment ça l'important. Gérer bien évidemment le planning et le déroulement du projet pour atteindre la cible dans les temps voulus, et puis également réaliser un suivi budgétaire fin, puisqu'on va avoir des modifications notamment de vos solutions, de vos systèmes d'information. Et enfin, la conduite de changement est très importante, parce que là, vous allez avoir des changements au niveau des habitudes de travail. Donc, il va falloir bien cartographier l'ensemble des populations touchées par le projet. Ce n'est pas seulement un projet finance, ce n'est pas seulement un projet technique pour les systèmes d'information. C'est plusieurs métiers concernés. C'est des personnes qui vont évoluer dans leurs habitudes quotidiennes, dans les habitudes de travail, par les solutions, par les processus. Donc, bien anticiper les besoins pour dérouler un plan de formation très précis, et également un plan de communication dès le début du projet pour embarquer toutes les personnes qui seront touchées de près ou de loin par ces changements de processus et ces changements d'outils. Donc voilà pour ce matin. On a vu qu'il y avait quelques questions. Alors je crois qu'il y avait une question sur le statut. Alors je vais me permettre d'y répondre tout de suite. Ça vous va, effectivement, je parlais du statut de la facture, parce que dans les solutions de dématérialisation ou dans le PPF, vous allez avoir un statut qui va évoluer. Lorsque le fournisseur va déposer la facture aura un statut déposé. Vous êtes client, vous allez pouvoir réceptionner la facture, soit vous allez la rejeter, donc le statut sera rejeté, soit vous l'approuvez, ensuite vous la prise en charge de la facture, etc., etc. Donc ces solutions, on va en voir toutes des informations sur le cycle de traitement de la facture qui sera déposée soit dans la PDP, soit dans le PPF. Absolument, merci beaucoup Sandrine. Il y a également une question qui revient de manière assez fréquente. Elle concerne le calendrier de mise en place et les critères d'éligibilité en fonction des grandes entreprises, des PME et des TPE. Elvire, est-ce que tu peux éventuellement revenir là-dessus? Je crois qu'on était sur le slide numéro 10. Alors, pour les PME, je laisse... voilà. Pour les PME, donc, qu'est-ce qu'une PME déjà? Donc, une PME à moins de 250 salariés, on prend moins de 250 salariés, et, critère cumulatif, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou, alternatif, un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Si vous remplissez ces conditions, vous êtes une PME, TPE ou micro-entrepreneur, et vous rentrerez dans la réforme en matière d'émission de factures électroniques et de e-reporting au 1er septembre 2027. En revanche, vous serez obligé de recevoir, enfin vous devrez être en mesure de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026, puisque le 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI rentrent dans la réforme. Donc, très important, comme je vous le disais, regardez bien les critères, on vous les a rappelés sur ce slide, avec, on vous mentionne bien les ou et les et il faut faire très attention. Et les critères sont à prendre en compte, pas au niveau d'un groupe. On ne raisonne jamais en fiscal en matière de consolidation, on raisonne par entité juridique. Donc, ces critères sont à évaluer au niveau de l'entité juridique. J'espère avoir répondu à votre question sur l'entrée en vigueur pour les PME. Absolument. Merci beaucoup, Elvire. Deux autres questions rapides pour toi, Sandrine. Qu'est-ce que tu sais pour toi le sponsorship, et est-ce que tu peux donner éventuellement des normes logicielles pour faire les factures électroniques? Alors, le sponsorship, c'est vraiment avoir quelqu'un au sein de l'entreprise, au niveau d'une direction notamment, qui va relayer le projet, qui va le supporter, qui va arbitrer les sujets, prioriser, etc. Donc, c'est quelqu'un qui soit présent tout au long du projet, en interne dans la société. Souvent, c'est quelqu'un
effectivement de la direction pour voilà, vraiment insuffler. Le rôle du sponsor, c'est vraiment d'insuffler une dynamique très forte tout au long du projet pour ne pas qu'il y ait d'essoufflement et pour que voilà, l'avancement du projet se réalise dans de bonnes conditions. Après, quelques exemples de solutions de dématérialisation aujourd'hui qui existent sur le marché depuis de nombreuses années. Vous avez des solutions type Esker, Use parmi les leaders. Vous en avez plein qui vont arriver aussi et qui sont en cours d'accréditation par l'administration. Donc, différentes solutions voilà, qui permettent notamment de dématérialiser, de digitaliser ces flux-là. Merci beaucoup Sandrine. Je crois que le moment est à la conclusion. Philippe, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben merci. Et alors, puisqu'il n'y a plus de questions et je pense que l'intervention a été suffisamment claire et précise, je crois qu'il faudra adopter une démarche projet globale si on veut mener à bien ce passage à la facturation électronique. Je me permettrai juste de rajouter quelque chose, mais c'est à l'attention des entreprises. Je pense qu'il faudra qu'elles intègrent dans leur démarche projet tout ce qui est le risque cyber, puisque malheureusement, de plus en plus d'entreprises vont être confrontées à cette problématique et le passage à la facturation électronique risque d'amener aussi d'autres soucis. Voilà, je ferme la parenthèse. Je remercie nos intervenantes du cabinet Grant Thornton et Grant Thornton Avocats. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée à toutes et à tous. La webconférence sera disponible en replay. Vous recevrez le lien directement. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.